Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie de vous accueillir et d'accueillir notre invitée aujourd'hui. Une invitée de marque, une championne d'échecs, grand maître d'échecs, championne d'Europe, championne d'Asie, championne de France aujourd'hui. Mais je vais refaire ce palmarès avec vous et avec elle. J'ai la grande joie de recevoir Mitra Ejazipour pour ce livre qui vient de sortir, La joueuse d'échecs. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Bonjour Mitra Ejazipour. Bonjour et merci de m'avoir invitée. Comment allez-vous ? Je vais très bien, merci. Alors, devant vous, je n'ai pas résisté à l'envie de placer un jeu d'échecs. Est-ce que vous reconnaissez, je l'ai placé sans trop m'y connaître aux échecs, est-ce que vous reconnaissez cette ouverture ? Oui, cette ouverture de l'Evance. Voilà, vous êtes championne, mais ce n'est pas pour rien. Ces jeux d'échecs, ils sont entrés dans votre vie extrêmement tôt, dès l'âge de 4 ans, je pense. Est-ce qu'en Iran, et ce sera l'occasion effectivement de parler de votre pays que vous chérissez beaucoup et de toute l'actualité aujourd'hui malheureuse qui est arrivé jusqu'à nous. Les échecs en Iran, c'est une religion, une philosophie, une façon de vivre ? Effectivement, le jeu d'échecs, c'est très populaire en Iran et il y a beaucoup de gens qui jouent aux échecs. Il y avait un moment qui était interdit après la révolution islamique, mais malgré tout, les gens ne cédaient pas et continuaient à jouer parce que ça reste dans notre histoire, ça reste dans notre identité. Et puis, le jeu d'échecs, c'était toujours le cœur de mon histoire également. Comme vous avez mentionné, j'ai appris le jeu d'échecs en regardant les parties de mon père quand il jouait contre la famille, mes cousins et leurs amis et ses amis. Et puis, une fois que j'ai pu battre mon père et ses amis, il m'a inscrit dans un club. Et puis, très tôt, j'ai pu gagner des médailles dans les tournois internationaux. Deux médailles, j'étais vice-championne du monde 2 fois dans les catégories sous les 10 ans. Et puis, j'étais championne d'Iran, championne d'Asie, et récemment championne de France également. Et j'ai continué ma carrière professionnelle comme ça. Et grâce au jeu d'échecs, j'ai pu voyager dans le monde entier. J'ai pu rencontrer différentes cultures et c'est comme ça que j'ai compris la différence entre l'Iran et les pays démocratiques. Évidemment, les échecs, c'était un refuge pour vous, vous le dites, c'était un bouclier même, parce que la place de la femme, on le sait, on va en reparler, est très compliquée en Iran, donc ça permet de sortir de chez soi et d'avoir une place. Quelle est la place de la femme en Iran par rapport aux échecs ? Est-ce qu'on joue exclusivement des parties de championnat féminin ou est-ce que c'est mixte ? Historiquement, la section féminine est créée pour encourager les femmes pour jouer aux échecs parce que nous sommes vraiment très peu dans ce domaine. Le domaine est très masculin. Nous sommes que 10% dans le monde entier qui jouent aux échecs. Nous sommes 10% des femmes. Et puis en Iran aussi, comme un peu partout, les femmes sont moins nombreuses par rapport aux hommes. Mais nous avons une équipe qui est forte. Malheureusement, à cause de cette situation en Iran, parce qu'on a un régime totalitaire qui met la pression sur le peuple iranien tout le temps, depuis 47 ans, la plupart des joueurs et des joueuses sont partis de l'Iran, mais malgré tout, nous avons une nouvelle génération qui sont très fortes, qui sont très bons dans le jeu d'échecs. Alors, ce livre, je le disais d'entrée d'émission, La joueuse d'échecs, évidemment, il raconte votre histoire et surtout de votre naissance et de votre apprentissage du jeu d'échecs à 4 ans, jusqu'à ce jour mémorable où en décembre 2019, à Moscou, lors d'un championnat du monde, vous avez décidé d'enlever votre foulard, un geste évidemment qui vous a valu d'être disqualifié, d'être exclu de votre équipe nationale d'Iran et qui vous a ouvert les voies de la liberté, en tout cas de l'émancipation, mais aussi l'exil. Depuis, vous êtes en France. Ce livre que vous avez écrit, pourquoi l'avoir écrit déjà, première chose, et puis deuxièmement, vous ne vous doutiez pas évidemment qu'il allait tomber dans cette actualité brûlante, puisqu'en Iran, pour le moment, on le sait depuis plusieurs semaines maintenant, la répression est terrible et on parle d'environ 30 000 décès du peuple iranien. C'est à la fois un étonnant hasard. Ça vous permet de pouvoir parler de l'Iran encore un peu plus. Quel est votre sentiment par rapport à cela ?
Effectivement, ce livre, c'est mon récit, c'est un témoignage que je raconte comment j'ai appris le jeu d'échecs. Et puis, à part de les échecs, à part de refuser de porter le voile parce que c'était un geste politique contre le régime criminel islamique, je parle de mon évolution à travers mon parcours de la joueuse d'échecs. On voit l'évolution de la société également. Parce que la société iranienne a beaucoup évolué par rapport à il y a 5 ans. C'est pour cette raison on voit que les derniers mouvements de contestation qui ont commencé depuis le 28 décembre, on voit que le peuple iranien rejetait fortement le régime islamique. Il brûle les mosquées et le peuple iranien est le peuple le plus laïque dans le Moyen-Orient. On voit dans mon livre également cette évolution au fur et à mesure. Et ça me permet aussi de parler de l'Iran dans cette situation qui est très terrible. Le régime islamique a tué plus de 30 000 personnes, 30 000 Iraniens. Ils utilisent les armes de guerre. Et puis, ils ont les snipers sur les toits des maisons et sur les toits des mosquées. On voit un tas de corps qui traînent par terre. Les familles qui cherchent leur chair, ils doivent payer pour les balles qu'ils ont tué leurs proches. C'est horrible. On voit un bain de sang. C'est une violence extrême. C'est une répression brutale. Et le monde entier aujourd'hui a compris le vrai visage de ce régime. Et en fait, on veut renverser le régime islamique. Mais malgré toutes les répressions, le mouvement continue et le peuple iranien est en colère. Ça continue et on attend, on espère de voir la chute du régime. Vous êtes en exil depuis 6 ans, depuis ce fameux jour à Moscou, vous avez décidé, vous allez nous en reparler, d'enlever votre voile. Est-ce que vous avez des nouvelles? On sait que les connexions sont coupées. Avez-vous des nouvelles de votre famille ces derniers jours? Effectivement, on avait un coupure massif de l'Internet et les voies de communication. J'avais pas beaucoup de nouvelles, il y avait un moment, et puis c'est devenu, la situation est devenue normale, mais malgré tout, c'est très difficile de connecter à l'Internet. Il faut passer par plusieurs barrières, les VPN, il faut changer les VPN, c'est très difficile. Et vraiment, c'est très difficile de parler avec mes contacts parce que je ne veux pas les mettre en danger parce qu'ils sont sous la surveillance permanente. Alors, en tant que joueuse d'échecs, vous devez de rester placide. Vous ne devez jamais montrer vos émotions à votre adversaire. Donc, vous avez appris à calmer vos passions et vos émotions. Néanmoins, aujourd'hui, comment vous sentez-vous, Mitra ? C'est très difficile de vivre tout ça ici, de loin de l'exil, mais j'essaie de contribuer, j'essaie d'être la voix du peuple iranien. Je participe dans les manifestations, notamment il y a la semaine prochaine, il y aura des grandes démonstrations à Munich, à Los Angeles et à Toronto, et je serai présente à Munich également. J'essaie de relayer l'information, j'essaie de passer le message du peuple iranien et de convaincre la communauté internationale pour aider le peuple iranien, parce que nous sommes maintenant prêts pour un changement de régime. Nous sommes prêts pour passer par ce régime criminel, pour le renverser. Nous avons un leader légitime, Reza Pahlavi. Nous avons le fils du Shah. Le fils du Shah, oui. Il a un programme concret, 700 pages, qui est accessible à tout le monde. C'est écrit par les avocats, les ingénieurs, les experts. Donc, nous sommes prêts pour ce changement. Si je reviens à votre histoire, votre livre, votre récit, vous dites que très tôt, en fait, vers l'âge de 6-7 ans, vous avez dû porter le voile. Et c'est le regard d'un ami de vos parents, un voisin, un commerçant, qui vous a presque intimé l'ordre de vous voiler. Parce qu'en fait, là-bas, c'est le regard des hommes. Si le regard devient problématique, il faut voiler une petite fille. Elle perd en quelque sorte son innocence. Et vous dites, ça a été un grand cataclysme pour moi, puisque d'un coup, on vous arrache à l'enfance,
alors que vous n'aviez que 6-7 ans. Sous ce joug-là du voile, que vous êtes encore plus donné aux échecs, comment vit-on quand on est une petite fille de 6 ans et qu'on doit porter la première fois ce voile? Vous l'avez détesté toute votre vie, ce voile, vous pouvez le dire aujourd'hui? Tout à fait, je me rappelle mes premières expériences quand j'étais obligée de changer ma jupe fleurie et j'ai dû porter le voile. J'ai eu le sentiment d'être humiliée, tout à fait, mais je savais que j'ai vu les autres filles autour de moi-même qu'elles étaient obligées de porter le voile une fois qu'on va à l'école, mais ça commence dès l'âge de 6 ans, 7 ans, et puis mon tour est arrivé également. Donc c'était très triste, j'étais humiliée, j'aimais pas du tout de porter le voile, surtout quand c'est pas notre choix, on le vit assez difficile, mais comme c'est une loi obligatoire, comme la société l'impose, pour fondrer dans la société, pour ne pas avoir les problèmes, nous sommes obligés de suivre les règles jusqu'à l'âge de... quand j'avais 22 ans, 23 ans, j'ai compris que même avant, j'avais des expériences que j'ai enlevé le voile et j'ai vu que le ciel n'est pas tombé par terre et que rien n'est passé. Donc j'ai compris que peut-être il ne faut pas le porter. C'est une sexualisation du corps de la petite fille, en fait, ce voile très tôt, à 6-7 ans. On n'est pas du tout préparé, je parle en tant que femme évidemment, à faire ce passage-là. C'est assez fou. Comment expliquer que vos parents, que les femmes perpétuent la tradition, entre guillemets, c'est la peur véritablement? C'est la peur et aussi comme c'est les lois islamiques qui sont imposées par le régime pour contrôler le peuple iranien, on est obligé de le porter. Et puis c'est à l'école, à l'université, un peu partout. C'est un cadre. En fait, en Iran, la vie d'une femme vaut la moitié qu'un homme, que ce soit l'héritage ou témoignage, ou un peu partout. Les femmes sont vraiment les deuxièmes citoyens aux yeux de ce régime islamique. Mais avec l'évolution de la société, on voit ce rejet de la part des femmes. On a vu, par exemple, en 2022, dans le mouvement de Femmes et Liberté, les femmes courageuses qui sont sorties dans la rue, enlevé leur voile, elles ont brûlé leur voile. Elles sont très courageuses, les femmes. Elles sont très courageuses, vraiment, parce qu'elles mettent leur vie en danger, c'est trop risqué. Certaines ont condamné pour d'être en prison pendant des années, certains étaient abattus. Ça demande beaucoup de courage. Alors vous, ce geste que vous avez fait en décembre 2019 à Moscou, vous l'aviez prémédité, vous saviez exactement ce qui vous attendait, mais à partir du moment où on se dit « je vais l'enlever », on ne peut plus revenir en arrière, il faut vraiment se l'arracher comme on arrache une ancienne peau. Honnêtement, si vous connaissez le système, vous ne savez pas vraiment les conséquences qui vous attendent. Les conséquences sont un peu arbitraires. C'est comme ça que ça fait beaucoup peur. Vous pouvez publier un post et vous serez condamné à des années en prison, ou vous avez des problèmes, et vos familles et vos proches auront des problèmes, ou vous pouvez faire tout et il y aura moins de conséquences. Donc c'est un flou, vraiment... en fait, c'est ça qui maintient sous le joug de la peur, parce qu'on ne sait rien. Oui, exactement, on ne sait rien. Moi aussi, je ne savais pas du tout les conséquences, et j'étais même pas sûre que mon geste va circuler dans les médias, que je peux réussir à faire passer mon message. Mais comme c'est un geste politique, parce que il fallait que je montrais mon opposition contre ce régime, parce que c'est un symbole, le hijab c'est un symbole de ce régime. Et puis, vous dites d'ailleurs, si vous continuiez à le mettre, c'est que vous étiez dans l'approbation de ce régime, et ça vous ne pouviez plus l'accepter pour exactement, vous. Je ne voulais pas être leur marionnette, je ne voulais pas être instrumentalisée, je ne voulais pas jouer dans leur jeu. Et comme j'ai publié un post également, je ne voulais plus contribuer dans la création de ce monstre, je parle de régime islamique.
Quelles ont été les réactions de vos proches juste après vous le dites dans votre récit, et c'est évidemment troublant, que quand on doit faire une partie d'échecs si importante, c'était quand même un championnat du monde, vous battiez contre la vice-championne, hein, Vice-championne du monde, oui, ancienne championne du monde. Donc c'est un match tellement important pour vous, mais le besoin de liberté, d'émancipation est allé au-delà de ça, parce qu'évidemment, vous avez été donc concentré, vous l'expliquez, en quelques minutes, l'affaire était pliée, comme on va dire, hein, échec et maths, vous avez perdu vos moyens, c'est normal, ça demande tellement de concentration, mais le besoin d'émancipation était encore plus fort que tout, et aussi, peut-être, la peur de vos proches. Vous racontez que le soir même, votre maman apprend et vous appelle, ou le lendemain matin, et vous dit « Mais enfin, ma fille, mais qu'as-tu fait ?» Vos parents sont horrifiés. Oui, ils n'étaient pas au courant. Ils préféraient que j'en pourrais parler avec eux avant. Mais effectivement, pour que je sois déterminée qu'ils ne changent pas mon avis, je n'ai pas échangé avec eux par rapport à ce sujet. Ils étaient étonnés un peu, mais on m'a soutenue quand même. Ils ont vécu un moment très difficile, je peux dire. Mais c'était nécessaire, comme vous avez mentionné, c'était une quête de l'émancipation que je l'avais en moi-même. Je l'ai senti que c'est le bon moment. En fait, ça faisait des années que je cherchais une occasion. Je trouvais que j'étais convaincue que ce régime est un régime criminel, que ça faisait des années qu'ils sont en train d'emprisonner leurs opposants arbitrairement. Ils torturent les gens, ils tuent les gens à huis clos. J'étais convaincue que je ne suis pas d'accord avec ce régime et il faut que je montre que je ne suis pas d'accord avec ce régime. Je pensais que garder le silence, c'est comme être complicite avec ce régime. Et puis, il fallait convaincre les autres Iraniens aussi, aussi les sportifs, de suivre le chemin, de montrer leur opposition. Sinon... Il fallait un geste fort. Mais j'imagine que quand vous êtes entrée dans cette salle, que vous êtes assise en face de l'échiquier et de votre adversaire, tête nue, ça a dû être quand même un moment extrêmement intense pour vous. Comment est-ce qu'on gère ça quand on est dans une compétition pareille ? Effectivement, j'étais stressée, mais j'étais déterminée quand même. Et j'avais ce besoin, comme vous avez mentionné, ce besoin de l'émancipation, de montrer mon opposition. C'était le bon moment. Évidemment, vous êtes une fine tacticienne, sinon vous ne serez pas championne et grand maître d'échecs. Vous aviez préparé aussi un peu votre exil, entre guillemets. En fait, vous saviez qu'en France, on pouvait vous accueillir et que vous ne... En cas de catastrophe, vous n'alliez pas retourner en Iran. Et en effet, vous n'y êtes jamais retourné. Ça fait 6 ans que vous êtes en France. Est-ce que vous espérez un jour y retourner ? J'imagine que oui. Mais pour le moment, c'est complètement impensable, j'imagine. Quelles seraient les conséquences pour vous, la prison ? Oui, effectivement, j'avais un titre de séjour temporaire. J'étais embauchée par un club en Bretagne. Je l'ai prévu comme ça pour ne pas être obligée de devenir réfugiée grâce à ce titre de séjour. Et puis en 2023, j'ai été naturalisée grâce à le ministère des Affaires étrangères. Et pour moi, rentrer dans le pays avec toutes ces activités que je fais, je trouve que ce n'est pas très logique. Je ne sais pas qu'est-ce que m'attendrait. Peut-être la prison, l'exécution, la torture, je ne sais plus, mais ça va être dangereux. Évidemment. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur... c'est un sujet très sensible en Belgique, en France, sur le port du voile en Europe des femmes. Est-ce que c'est très difficile pour vous, ou est-ce que vous vous dites c'est une autre façon de porter le voile ? Quel regard portez-vous ? Moi, personnellement, je suis contre porter le voile et je pense que ça dégrade la position de la femme et que ce n'est pas un bout de tissu. Derrière ce bout de tissu, il y a une idéologie. Mais chacun est libre de choisir et il ne faut pas oublier ça. Et je pense que ce n'est pas à gouvernement ou à l'État d'interdire ou imposer quelque chose parce que l'interdiction n'a jamais marché. Et malheureusement, je trouve que en Europe, c'est devenu, le sujet est devenu très sensible, très politisé. Et qu'aujourd'hui, porter le voile est devenu un mouvement identitaire, un acte de résistance. Et je pense qu'il faut le dépolitiser, et il faut le voir comme un sujet simple culturel.
Et aussi, je trouve que c'est important que les femmes qui portent le voile sachent qu'elles représentent quelle idée et que c'est pas pour être sûres qu'elles ne seront pas instrumentalisées. C'est important ça, de savoir l'idéologie derrière porter le voile. Mais puis chacun est libre de choisir. Est-ce que pour vous, les échecs, donc ça a été un bouclier, mais vous pensez que pour nombreuses petites filles en Iran aujourd'hui, c'est aussi une façon de s'ouvrir au monde? Et dans le livre, vous l'expliquez bien, c'est les premiers championnats à l'étranger, notamment en Espagne. Vous aviez quel âge quand vous êtes allée en Espagne? 8 ans? J'avais 8 ans, 8 oui. Ans. Et là, vous découvrez un autre monde, évidemment, une autre façon de vivre, une liberté. C'est très difficile de revenir vers un asservissement par la suite, évidemment. Les échecs, c'est encore aujourd'hui, en Iran, un moyen pour les petites filles de s'émanciper, de voir ce qui se passe ailleurs. Est-ce que c'est peut-être l'avenir de l'émancipation aussi des petites filles via ce moyen-là? Pour moi, le jeu d'échecs, c'était un outil d'émancipation parce que grâce à ce jeu, j'ai pu voyager, j'ai pu rencontrer différentes cultures, j'ai pu avoir des amis, échanger avec eux, de comprendre la situation. Et puis, le jeu d'échecs aussi, ça repose sur le raisonnement, sur poser les bonnes questions. Pour moi, ça m'a aidé beaucoup parce que je trouve que l'esprit aujourd'hui, je suis assez flexible, je ne suis pas dogme. Ça m'a aidé beaucoup de réfléchir, d'avoir des bonnes réflexions. En tout cas, je trouve que c'était bonnes réflexions. Ça m'a aidé beaucoup. C'était un outil d'émancipation pour moi, mais pour chacun est différent. Chacun peut trouver son outil d'émancipation. Mais je trouve que le jeu d'échecs, c'est un jeu magnifique et que ça aide beaucoup pour avoir des bonnes réflexions. Ça ressemble beaucoup à la vie réelle également. Mais en Iran, on voit dans ce mouvement de contestation qu'on voit cette évolution dans la société, on voit que cette quête vers l'émancipation, vers la laïcité, on voit ça déjà qui est arrivé dans l'esprit des gens. Vous n'avez pas peur que justement le régime cadenasse ces jeux d'échecs ou d'autres sports en se disant danger puisque ça peut servir d'émancipation? Mais où les échecs, c'est clairement quelque chose de tellement ancré. Je pense que c'est en Iran qu'on a inventé les échecs, ou en tout cas qu'ils se sont développés. Il y a un débat entre que ça une petite bagarre qui s'est inventé en Inde, et puis je pense que quelqu'un qui s'appelait Bozorgmer l'a apporté jusqu'à l'Iran, et puis on l'a apporté en Europe. Donc il y a un débat pour ça. J'ai oublié la question. L'Iran, la dictature, en tout cas, ne pourra pas mettre la main sur ces jeux-là pour les filles parce que c'est trop insinué dans la société, vous pensez? Je pense qu'honnêtement, on est arrivé à ce stade que ce régime sera renversé bientôt. Ils ont perdu le contrôle et qu'ils n'ont aucune légitimité dans les yeux des Iraniens. Les Iraniens ont rejeté ce régime. Et dans la communauté internationale aussi, ils ont compris que nous sommes face à un régime criminel. Donc, ils seront renversés bientôt. Ils utilisent leur dernière force, ils utilisent des armes de guerre, ils sont en train de tuer et massacrer les gens, mais ça ne va pas durer longtemps. Je pense qu'ils ne peuvent pas tuer tout le peuple iranien, parce que cette quête vers l'émancipation, cette rejet de ce régime c'est une force trop vive. Oui, c'est une force très importante que ce régime ne va pas rester au pouvoir. Donc, honnêtement, il n'y a rien qui peut sauver ce régime. Interdire les outils d'émancipation ou fermer, couper l'Internet ou tuer les gens, même exécuter les gens, c'est horrible, mais rien ne peut sauver ce régime. Et vous pensez que le peuple iranien ne s'arrêtera pas là? Enfin, je veux dire, 10 000 morts, 20 000 morts, 30 000 morts ou même plus, c'est lancé. C'est impossible que le peuple iranien se taise à nouveau. C'est impossible. Pour l'instant, on voit que temporairement, le régime a réussi à étouffer le mouvement. On ne voit plus les manifestations parce que si on sort dans la rue, ils vont tuer le peuple iranien. Mais je trouve que cette évolution dans l'esprit et aussi ce rejet est tellement fort. Je vois la colère
parmi le peuple iranien. Je vois qu'aujourd'hui, avec le nombre des victimes, chaque famille est touchée. Dans chaque famille, nous avons quelqu'un qui était blessé, soit emprisonné, soit il a été tué. La violence qu'on a vue, on ne peut pas revenir à l'arrière, on ne peut pas oublier ce qui est passé. Donc, je pense que ce régime ne va pas rester au pouvoir. Les échecs, c'est toute votre vie. Mitra, aujourd'hui, vous jouez donc en France. Votre témoignage est important aussi pour les petites filles et les petits garçons en Europe. Ce passage de savoir, est-ce que vous aimez ça? Est-ce que ça vous semble être votre rôle aujourd'hui? Je trouve que c'est important de parler de l'Iran, de ce qu'on a vécu, comme ça fait partie de l'histoire également, parce qu'il ne faut pas vivre ça pour apprendre que ça sera... Je veux dire, c'est une expérience que je l'ai partagée également. Qu'on entend beaucoup de l'Iran, de la société iranienne, on parle beaucoup de la liberté, je parle beaucoup de la liberté, de la valeur de laïcité, que la liberté et laïcité sont des valeurs qui sont très fragiles également. Il ne faut jamais en Europe aussi, vous voyez, l'extrême droite monte beaucoup en Europe et partout dans le monde, et on voit des retours religieux un peu partout, notamment aux États-Unis et en Europe avec l'extrême droite. Et donc, votre témoignage vaut aussi pour tout cela, évidemment. Oui, c'est une preuve, parce que avant la révolution islamique, nous avons eu tous les droits. On avait le droit de vote, on pouvait porter tout ce qu'on voulait. On avait la liberté, on avait un passeport qui était très crédible, on pouvait voyager un peu partout dans le monde. Et dans une nuit, on a perdu tout. On a perdu la liberté, la laïcité, on a perdu toutes nos valeurs et aussi notre identité nationale également, notre identité iranienne. Le régime islamique, pendant 47 ans, a essayé d'effacer cette identité nationale et de le remplacer par une identité religieuse. Ils ont confisqué tous les signes religieux pour réprimer, pour contrôler le peuple iranien. C'est la raison pour laquelle séparer l'Église de l'État est essentiel, évidemment, pour vivre en démocratie. Merci beaucoup, Mitra et Jazi, pour votre présence aujourd'hui, pour votre livre, La joueuse d'échecs, qui est formidable. C'est une saga, on va dire. On découvre avec vous ce monde des échecs et puis aussi l'Iran et votre parcours. Formidable. Merci. Bonne continuation. Et voilà, que le peuple iranien puisse vaincre. Je vous conseille ceci. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci à tous ceux qui ont choisi de nous écouter, d'avoir été là avec nous aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. À très bientôt. Et puis je demandais peut-être à Mitra qu'est-ce qu'on fait avec une ouverture Evans comme celle-là? Ici, nous avons plusieurs choix. On peut prendre le pion, soit revenir, soit reculer avec le fou. Mais le meilleur choix, ça sera prendre le pion. Et puis après, je fais quoi, moi? Qu'est-ce que vous me conseillez? Et puis, vous poussez le pion, menacez le fou. Et puis, j'ai encore plusieurs choix. Je peux venir ici, soit revenir à l'arrière. Vous pensez que là, vous allez gagner la partie, c'est certain. Merci beaucoup, Mitra. Merci à vous également.